Alors, on va intervenir à deux voix, Philippe Delamarre et moi-même. Donc, Philippe Delamarre, psychologue scolaire, qui a obtenu le poste à la rentrée au mouvement définitif l'an dernier pour m'accompagner dans ce dossier. Et moi-même, donc, Patrick Fontaine, inspecteur ASH, en charge normalement d'adaptation au sens large dans le Val d'Oise. Vous verrez tout à l'heure, j'ai une petite anecdote à vous narrer sur le sujet. Et d'une manière générale, les SECPA, les EREA, la maison d'arrêt, un peu le RASED, etc. C'est-à-dire tout ce qui a trait à l'adaptation scolaire. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi ce dossier est arrivé dans l'escarcelle de Soisy ASH. En attendant que nous affichions le PowerPoint qui a été organisé, je voulais faire deux remarques, mais deux remarques qui sont bien entendu liées tout à fait au sujet. Première remarque, je disais tout à l'heure, j'étais très heureux de vous voir si nombreux. En même temps, ce n'est pas une surprise, puisque ayant géré les inscriptions avec M. Maréchal, je savais que vous alliez être nombreux, et peut-être même un petit peu trop nombreux. En revanche, quand on a vu les gens qui s'inscrivaient, j'ai assez rapidement fait deux catégories de personnes. Et vous allez voir qu'il y a même une troisième qui se dessine. Première catégorie de personnes, des professionnels intéressés par le sujet, déjà impliqués la plupart du temps, chefs d'établissement, inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants, etc. C'est-à-dire des gens qui ont déjà vraiment un pied dans la discussion avec nous, dans le groupe départemental qu'on va vous présenter. Et puis une autre catégorie de personnes, ce sont des gens qui, eux, sont concernés par le sujet. Ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire, en fait, des parents d'enfants intellectuellement précoces qui vont se reconnaître, mais des parents qui peuvent être aussi des professionnels impliqués. C'est une troisième catégorie. Donc, c'est bien qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. En même temps, comme le disait M. Vandard en nous quittant, je crois qu'un des objectifs de la journée majeur, ça sera d'essaimer. Ce sera d'ouvrir autour de nous la réflexion qu'on engage de manière à ce qu'on ne se transforme pas, ce que j'appelais l'autre jour dans une réunion un petit peu en secte, c'est-à-dire qu'on fonctionne à l'interne, mais qu'on ouvre bien tous nos propos, tous nos dispositifs, toutes nos réflexions à l'ensemble des enseignants du Val d'Oise, assez rapidement. Et tout à l'heure, on vous donnera d'ailleurs quelques chiffres sur le sujet. Deuxième remarque que je voulais faire, je crois, et notamment aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait deux postures en permanence. D'abord, une posture d'exigence, parce que traiter les situations individuelles de ces enfants intellectuellement précoces, c'est un devoir. M. Vandard l'a dit aussi tout à l'heure. Ça correspond à l'identification et le suivi, d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et aujourd'hui, l'école ne peut plus faire fi et ne peut plus faire comme si on ne savait pas, comme s'ils étaient transparents, etc., etc. Ça, c'est absolument inacceptable, inentendable. En revanche, au regard de cette exigence, je crois qu'il faut aussi qu'on ait toujours le souci de la bienveillance. Bienveillance parce que c'est un sujet qui est complexe. Et parce que tel qu'on va vous le présenter aussi dans quelques instants, ce n'est pas le seul sujet qui préoccupe le département du Val d'Oise. Nous en avons un certain nombre d'autres qui méritent également toute notre attention, d'où la complexité de cette situation. Voilà, c'est tout, alors, très rapidement, un petit historique. Pourquoi aujourd'hui? C'est une question légitime. Hein. Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a 5 ans? Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a 10 ans, etc. Personnellement, ça fait 15 ans que je suis inspecteur, un peu plus même. Je crois que j'ai à peu près fait comme... Je vais faire un mea culpa public. Je crois que j'ai à peu près fait comme tous mes collègues jusqu'à présent, c'est-à-dire que les EIP étaient pour moi un sujet important, mais toujours non prioritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sortait une circulaire, je me disais ah oui, il faut que je la lise, il faut que j'en prenne connaissance. Le rapport de l'Aubier de 2002, je crois l'avoir lu en diagonale. Les circulaires 2007, etc., je les ai lus également très rapidement. Les circulaires de rentrée qui nous disaient chaque année, pensez aux EIP, prévoyez des choses pour eux, il faut créer, etc. Je les mettais de côté en me disant oui, oui, je vais le faire dans l'année. Et puis le temps passant, eh bien en fait, il ne se passait pas grand-chose. Et je crois que j'étais assez représentatif des inspecteurs du département. Et ça renvoie justement à la charge de travail qui est la nôtre, notamment dans ce département du Val d'Oise, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de la population, un tiers, c'est énorme, un tiers de la population qui est en éducation prioritaire. Donc, dans nos représentations, et puis dans la réalité de nos travaux, un tiers d'éducation prioritaire, ça veut dire que nous avons derrière, implicitement, un tiers d'élèves dans des milieux sociaux défavorisés, un tiers d'élèves qui peuvent connaître des difficultés d'apprentissage, et puis parfois des difficultés d'apprentissage extrêmement lourdes et extrêmement durables. Donc on était tous les uns et les autres, je crois, très mobilisés par ce sujet de la grande difficulté scolaire. Alors pourquoi tout à coup c'est arrivé comme ça? C'est arrivé, parfois les choses se passent de manière un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'à la rentrée 2013, ma collègue Madame Kerebel, qui est donc coordonnatrice ASH du Val d'Oise, est venue dans mon bureau avec une pile de dossiers, et je ne l'ai pas vu arriver, ce coup-là. Pile de dossiers, elle me dit, bon Patrick, les EIP là, c'est pas du handicap, tu es d'accord? Je dis, bah non, c'est pas du handicap, c'est de l'adaptation, tu es d'accord? Oui, c'est de l'adaptation, je suis d'accord. Qui est en charge de l'adaptation dans le Val d'Oise? C'est toi? Oui. Hop, la pile de dossiers est tombée sur mon bureau.
Et de fait, avec cette pile de dossiers, sont surtout tombés un certain nombre de situations d'enfants. Il y avait des dossiers qui étaient ouverts. Et très rapidement, ma petite équipe que j'ai constituée autour de moi à ce moment-là a pris conscience qu'on était devant des... Alors j'ai utilisé le terme de tragédie humaine pour faire un petit peu fort, mais le terme n'est pas trop fort pour un certain nombre de situations. C'est-à-dire qu'on était vraiment devant un certain nombre de situations d'enfants qui étaient en grande souffrance. Et quand les enfants sont en souffrance, nécessairement, la plupart du temps, les familles le sont également. Et parfois même un petit peu plus, parce que ça fait partie aussi des rôles des pères et de mères de s'inquiéter de l'avenir et du présent et de l'avenir de leur enfant. Et de fait, en entrant dans des situations individuelles, en ayant connaissance de ces enfants, alors pour les uns en difficulté scolaire dans une école publique du Val d'Oise, pour d'autres en difficulté dans du privé, pour certains ayant fui dans le privé hors contrat, et pour un particulièrement qui était complètement déscolarisé, forcément, quand on a eu connaissance de ces situations-là, on n'a pas eu le choix, c'est-à-dire qu'on s'est mis à travailler auprès de ces familles, auprès des équipes, d'accompagner, et petit à petit, comme ça, comme on dit, l'oiseau fait son nid, en fait, petit à petit, nous avons tissé un dispositif autour de ces situations qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, je continue, c'est bon ? Vas-y. Donc cette équipe départementale qui est pilotée par M. Fontaine regroupe une équipe avec des personnalités qui viennent d'horizons différents. On a des psychologues, conseillers d'orientation psychologues, des proviseurs adjoints, des personnes du service de la direction académique au niveau scolaire, Monsieur Cabec également qui est proviseur de vie scolaire, des inspecteurs avec Monsieur Fontaine, des enseignants de l'ESP, donc des gens qui viennent d'horizons différents et qui permettent d'avoir un regard assez pluriel sur les situations qu'on peut rencontrer. Et ça permet également parfois d'actionner des leviers que localement les personnes n'ont pas la possibilité de faire. Alors cette instance est une instance à la fois de réflexion, qu'on aimerait en tout cas de réflexion sur la thématique des enfants intellectuellement précoces. Pour l'instant, cette instance de réflexion s'est plutôt tournée vers la compréhension des enfants intellectuellement précoces et des outils qui seraient possibles de mettre en œuvre avec une grille d'observation qui a été proposée pour les enseignants et également un document qui serait nommé le PPEIP, un projet personnalisé pour les enfants intellectuellement précoces. Et donc on a besoin effectivement à la fois de faire ce va-et-vient entre la compréhension des enfants intellectuellement précoces et les documents qui s'avèrent utiles aux enseignants pour à la fois mieux comprendre ces élèves et pouvoir mieux les aider. Alors c'est une instance aussi d'analyse de dossiers complexes. Les dossiers qui me remontent sont déjà des dossiers dont les situations localement n'ont pu être traitées et qui sont donc des situations qui se sont cristallisées sur le terrain avec des difficultés importantes. Et c'est vrai que ça peut aller de l'élève, récemment j'ai reçu la famille, un élève en seconde à très haut potentiel qui a 4 de moyenne et qui se pose la question de son orientation l'année prochaine, puisqu'il n'est même pas autorisé à redoubler et qu'il ne sait pas où il va aller. Et qu'il était devant moi et il me disait « mais j'aimerais bien faire mieux, mais je ne sais pas comment faire ». Il était en seconde, il a plus de 140 de quotient intellectuel et il est en terrible échec scolaire et actuellement presque dans une situation de rupture scolaire. Et puis d'autres enfants comme un élève qui est en 4e avec 2 années d'avance, pour lesquels on se pose la question d'un passage en seconde l'année prochaine, et finalement où on risque de se retrouver plus avec un passage en 3e, et où il va suivre le programme de seconde via le CNED, pour pouvoir avancer à sa mesure, et un enfant pour lesquels il est difficile de trouver des ajustements dans le cadre du collège, avec une équipe plutôt bienveillante qui essaye de faire au mieux. Et c'était une petite anecdote, le professeur de physique qui me disait, bon, on discute avec lui et parfois je prie qu'il ne me pose pas de questions parce que je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Donc on voit bien la différence qu'il peut y avoir sur des enfants qui ont des potentialités à peu près équivalentes, mais des situations excessivement contrastées et clivées sur le terrain. Et puis enfin, une instance qui essaye d'impulser des actions sur le terrain, notamment des actions de sensibilisation auprès des équipes pour permettre aux enseignants de mieux approcher, appréhender, mieux comprendre les enfants intellectuellement précoces,
Des actions aussi d'information et de formation auprès des enseignants, auprès des proviseurs, auprès des chefs d'établissement, auprès des directeurs, pour essayer effectivement que cette thématique des enfants intellectuellement précoces puisse être mieux comprise et que les enfants intellectuellement précoces puissent être mieux scolarisés et s'épanouir dans l'institution scolaire. Donc, juste pour 2 mots pour compléter ce que vient de dire Philippe Delamarre, ce groupe départemental, qui pour l'instant est composé d'une 12-15 personnes, c'est un peu à géométrie variable en fonction des disponibilités de chacun, j'envisage de l'ouvrir un tout petit peu, donc je fais tout de suite à la limite appel à candidature, à un professeur des écoles, je trouve qu'il serait bienvenu, un praticien de terrain, et puis également un PLC, un professeur de collège et lycée, qui pourrait enrichir sur ces temps de travaux qui se passent pour l'instant cette année le vendredi après-midi, mais dont l'horaire pourrait être changé. Deuxième remarque, on a essayé d'être le plus hétérogène possible, c'est-à-dire, vous voyez que dans la composition, on réfléchit bien premier, second degré confondu. D'ailleurs, votre présence dans la salle en atteste. Si on comptait, je pense qu'il y aurait à peu près une bonne répartition entre le premier et le second degré, parce qu'on va le redire plus tard, l'enfant intellectuellement précoce ne peut se concevoir que dans un parcours scolaire. L'échec que connaît l'exemple donné par Philippe là, de cet élève en seconde, j'y vois aussi, moi, la preuve ou l'appui d'un propos qui est de dire qu'on n'a pas pris en compte son parcours scolaire, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas identifié, qu'on ne l'a pas accompagné, et tout à coup, poum, ça explose en seconde. Parfois, ça explose en quatrième, parfois, ça explose en seconde, mais en tout état de cause, on aurait dû construire ce parcours, on aurait dû accompagner pour ne pas arriver à cet échec. Voilà, donc le groupe a un certain nombre de finalités spécifiques qu'on va vous présenter très rapidement. Accueillir et renseigner les familles, ça c'est bien entendu le travail de Philippe Delamarre plus particulièrement. Il est maintenant connu, identifié, ses coordonnées sont sur le site de l'inspection académique. Écouter et conseiller les équipes pédagogiques également, puisque assez régulièrement, il peut y avoir des chefs d'établissement, des enseignants, des psychologues ou des conseillers d'orientation psychologue qui me contactent parce que voilà, dans leur établissement, dans leur école, il y a une situation d'enfants intellectuellement précoces qui pose des soucis et ils ont besoin simplement au départ peut-être de conseils avant éventuellement de proposer la constitution d'un dossier. Informer et sensibiliser les établissements, donc ça c'est ce que l'on fait assez régulièrement et on essaye, Monsieur Fontaine et moi-même, de parcourir un petit peu le département pour que cette spécificité des enfants intellectuellement précoces puisse être mieux comprise dans les établissements. Former à l'identification et à l'accueil de ces enfants, il est important que les enseignants puissent identifier, alors on parle de ce terme-là, on ne veut pas du tout faire de dépistage, mais qu'à un moment donné, lorsque un enfant interpelle un enseignant, il puisse mettre à un moment donné, d'identifier cet élève pour savoir quelles sont les raisons ou les causes de ses difficultés. Ce n'est pas la même chose un enfant en difficulté scolaire ou qui a des problèmes de comportement et dont les causes pourraient être la précocité de l'enfant que si cet enfant rencontre un échec scolaire avec des causes tout à fait autres. Et de sensibiliser à l'accueil parce qu'on s'aperçoit que cet accueil est excessivement important pour que ces enfants puissent être à la fois identifiés mais reconnus avec leur spécificité pour être accueillis dans le cadre de l'institution scolaire. Créer un réseau local de personnes ressources IP, parce qu'il est bien évident que ce n'est pas M. Fontaine et moi-même qui allons travailler sur l'ensemble du département sans compter sur les équipes. Sur le plan de l'école primaire, préélémentaire et élémentaire, ce réseau local est en train de se constituer en s'appuyant à la fois sur les psychologues de l'éducation nationale et sur des conseillers pédagogiques qui sont rattachés auprès donc, des inspections et qui sont aussi personnes ressources, notamment dans le cadre des aménagements pédagogiques. Ce qui fait que sur le terrain à l'école primaire,
on se retrouve avec 2 personnes ressources sur lesquelles les directeurs d'école et les enseignants peuvent compter pour réfléchir et mettre en œuvre des aménagements nécessaires pour que ces enfants puissent se développer harmonieusement dans l'institution scolaire. Sur le plan des établissements secondaires, c'est un petit peu plus compliqué. On s'appuie là aussi sur les conseillers d'orientation psychologue, mais qui ne sont pas toujours très présents ou pas autant qu'ils le souhaiteraient dans les établissements. Et puis, alors là aussi, on en profite pour lancer un appel. On aimerait qu'à la rentrée prochaine, il puisse y avoir une personne ressource par établissement secondaire sur lesquels les enseignants, professeurs de collège et de lycée pourraient s'appuyer, et des personnes ressources qui créeraient justement cette dynamique dans les établissements. Et si véritablement les situations ne peuvent pas être localement traitées, c'est-à-dire de trouver de solutions, qu'à ce moment-là, les familles, accompagnées aussi par les équipes, puissent constituer un dossier qui arrive au dispositif départemental et où là, on essaye, nous, à notre niveau, de trouver peut-être d'autres ouvertures pour trouver des solutions. On ne peut pas éviter un système ainsi pyramidal parce que si on est sur les statistiques qui existent sur cette question-là, il y a à peu près 250 000 élèves primaires et secondaires dans le département du Val d'Oise. 250 000 élèves, vous multipliez par une récurrence de 2,3%, ça fait un bon 5 000 élèves. Alors, un bon 5 000, peut-être 5 000, 5 500, 6 000. Il est évident que ces 5 ou 6 000 élèves ne posent pas tous en même temps des problèmes de scolarité, de scolarisation, de parcours scolaire. Heureusement, ce serait absolument ingérable. En revanche, ce qui est certain, c'est que parmi ces élèves, un certain nombre ne sont jamais identifiés et vont à un moment donné probablement connaître dans leur parcours scolaire un écueil et un échec. Donc c'est bien avec un traitement de premier niveau à l'échelon local, la circonscription, le collège ou le lycée que les choses doivent s'envisager. C'est bien en accompagnant le parcours le mieux, j'ai oublié la maternelle, excusez-moi, la maternelle, l'élémentaire, etc. Et c'est bien en pensant cela comme un parcours scolaire qu'on va pouvoir traiter cette affaire. Et le groupe départemental se réservant la possibilité de travailler avec des situations plus explosives, avec des situations plus complexes, pour des raisons X, Y, Z que vous redécouvrirez probablement dans la journée. Améliorer la scolarisation des enfants intellectuellement précoces, on est là effectivement pour ça. Favoriser la continuité des parcours scolaires pour éviter que certains enfants se retrouvent dans des situations de rupture. On en parlait tout à l'heure. On récupère aussi des élèves qui sont en rupture scolaire depuis plusieurs mois et qui sont sans établissement d'accueil, ou des élèves qui partent à un moment donné vers l'enseignement privé sans que, parce que parfois ils reviennent d'ailleurs, donc on voit bien que l'enseignement privé n'est pas la panacée par rapport à l'accueil de ces enfants intellectuellement précoces et qu'on doit pouvoir accueillir ces élèves, de faciliter aussi la rescolarisation des enfants intellectuellement précoces qui sont en rupture scolaire et qui nous interpellent pour qu'on essaye de trouver des établissements d'accueil. Et dans cette rescolarisation, qu'on ne soit pas sur la bonne volonté, c'est-à-dire qu'on ne soit pas, comme on est jusqu'à présent, je pense à l'an dernier, à une ou deux situations, enfin particulièrement à une, un adolescent, donc déscolarisé en 4e, très très mal chez lui, très très mal, la maman nous appelle vraiment au secours, là, mon enfant va mal, il voudrait aller à l'école, il ne peut plus, il a été tout un parcours scolaire très chaotique. Et en fait, j'ai trouvé un collège à Goussainville sur la base de la bonne volonté du chef d'établissement, de la bonne volonté de l'équipe, quand même à quelques distances du domicile familial. Donc là, on est dans une réponse, oui, qui peut être engagée sur cette situation-là, mais qui n'est pas entendable à moyen terme. À moyen terme, chaque enfant doit avoir une solution dans son collège de secteur, dans son établissement, dans son école de secteur, bien entendu. Bon, les publics visés, les parents bien évidemment, puisque souvent ils nous interpellent au niveau départemental du fait de leurs enfants qui rencontrent ou bien des difficultés dans le cadre scolaire, ou bien des parents qui s'interrogent par rapport à leur enfant, devant lequel ils sont souvent désemparés et n'ont pas non plus les réponses pour pouvoir répondre comme il faudrait à leurs demandes. Les enfants, bien évidemment, puisque c'est pour eux qu'on met en œuvre tout ce dispositif, ces aménagements, pour qu'ils puissent enfin, en tout cas pour ceux qui rencontrent des difficultés, puisqu'il y a beaucoup d'enfants intellectuellement précoces qui vont bien, qui sont épanouis et qui scolairement se débrouillent parfaitement bien. Mais pour les enfants qui rencontrent des difficultés, qui sont en souffrance à l'école, il est nécessaire de pouvoir mettre en place des aménagements leur permettant justement de mieux vivre cette scolarité. Les équipes pédagogiques qui sont souvent là aussi désemparées par rapport à des enfants dont ils ne comprennent pas toujours le comportement, les réactions, la manière de fonctionner, la manière d'apprendre et qui ont besoin de certains outils
pour pouvoir mettre en œuvre donc, ces aménagements. Et les associations, alors les associations, il faut savoir qu'il y a deux grandes associations nationales. Une s'appelle l'AFEP, l'autre s'appelle l'ANPEP. Donc je vous renvoie à leur site respectif, hein, AFEP pour l'une et ANPEP, ANPEIP pour l'autre. On travaille, alors le mot partenariat est probablement un petit peu fort, mais en tous les cas, on travaille en bonne intelligence, puisque par exemple, les associations nous adressent des situations qui leur sont proposées par souvent la voie Internet, en fait, hein, et ces réponses nous sont, enfin, ces problèmes nous sont posés par les associations, et nous essayons bien entendu de les répondre au niveau de la circonscription. Nous avons participé d'ailleurs à un séminaire de l'ANPEP il n'y a pas si longtemps, et les représentants des associations, normalement, sont dans la salle. S'ils veulent s'identifier quelques instants, normalement, ils sont là. Peut-être pas encore arrivés, mais normalement, il est prévu qu'ils soient là. Ils sont inscrits. Voilà. Ah, d'accord, c'est cet après-midi peut-être. Merci. Allez, on accélère un peu les actions. Renseignements et conseils aux familles et équipes, j'en ai déjà parlé. Analyse et traitement des dossiers. Lorsque les dossiers n'ont pas trouvé localement de solution, les parents, comme les équipes, peuvent, mais si les équipes le font, c'est bien évidemment en accord avec les familles, de constituer un dossier pour que ce dossier puisse être étudié sur le plan départemental. Et juste une petite précision, c'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence du poste qu'occupe Philippe Delamarre, parce que autant je peux gérer en termes scolaires le parcours scolaire en tant qu'inspecteur, autant là on a accès à des données psychologiques qui nécessitent forcément l'appui, à la fois pour des raisons éthiques et pour des raisons de compréhension, la compréhension du dossier psychologique de l'enfant. Donc M. Delamarre est vraiment mandaté en priorité sur ce champ-là. Élaboration de documents consultables en ligne. Là, je pense que tout le monde a pu accéder sur le site de la direction académique, et on reviendra dessus, sur les divers documents qui ont été mis en ligne, à la fois pour présenter le dispositif, un autre document en direction des familles, et puis le dernier à l'attention des enseignants. Création d'une affiche d'information qui, normalement, devrait être dans les établissements et affichée dans les salles des professeurs, dans les établissements secondaires et les écoles du primaire, et également une petite page de garde permettant de tirer le document qui était à l'intention des enseignants pour qu'il puisse être tiré version papier et à disposition des enseignants dans les salles des professeurs ou des... Si ce n'est pas le cas, on vous invite à consulter votre chef d'établissement ou votre directeur d'école. Intervention auprès de tous les chefs d'établissement, ça a été fait dans le cadre des réunions de bassin, où M. Fontaine et moi-même sommes intervenus. Organisation d'une conférence départementale avec M. Voyazopoulos, qui est venu faire cette conférence durant cette année. Participation à des réunions d'équipes éducatives et des réunions pédagogiques sur le terrain, c'est-à-dire que les écoles, pour certaines situations, m'appellent afin que je sois aussi associé à ces réunions en tant que personne ressource, et également dans les collèges et les lycées. Et plusieurs conférences dans les circonscriptions et les établissements où on s'est partagé un petit peu les tâches, et parfois on a travaillé en binôme pour pouvoir sensibiliser justement les équipes à cette thématique. On donnera quelques chiffres. Dans les réunions in situ, il y a également des collègues du groupe départemental qui interviennent. Je pense à Mme Zerougui, Mme Balitou, Mme Soubigo. Voilà. On ne rentre pas dans tous les détails, hein, mais M. Delamarre ne peut pas faire à lui tout seul tout l'ensemble du département. Donc on a sollicité un certain nombre de collègues. Donc voilà pour l'accès aux documents en ligne. Alors le parcours fléché qui n'est pas le plus simple. Vous tapez IA 95 dans la barre Google, vous arrivez sur l'accueil de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, donc l'Académie de Versailles. Sur la page d'accueil, à gauche, je crois que c'est un petit cadre un peu rose, vous cliquez sur « Vide l'élève ». Quand on arrive sur la page « Vide l'élève », on clique sur « Élève à besoins éducatifs particuliers ». Et sur la page « Élève à besoins éducatifs particuliers », on clique sur « Enfants intellectuellement précoces » et on peut avoir, par exemple, la présentation du dispositif en faveur des enfants intellectuellement précoces, qui présente un petit peu les finalités, les objectifs, le document dont je vous parlais en direction des familles, avec le formulaire nécessaire aux familles pour qu'ils remplissent donc ce document assez basique et qu'ils puissent constituer le dossier avec tous les documents supplémentaires qu'on peut leur demander. Et puis, donc, le document dont je vous parlais en direction des enseignants. Les actions en cours, bon, ben, il y en a une, je pense qu'on ne pourra pas y échapper, c'est celle d'aujourd'hui. Elle était en cours jusqu'à maintenant.
Au fur et à mesure, elle va dans le futur. Cette journée départementale, première journée départementale, et cette élaboration d'un document dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous paraissait important qu'il soit spécifique pour les enfants intellectuellement précoces, du fait de leurs caractéristiques. Juste un petit mot sur ce document. Alors pour l'instant, on l'a appelé provisoirement PPEIP. Je ne sais pas si le terme sera retenu, mais en tous les cas, c'est l'esprit qui est important, parce qu'on ne voulait pas que ce soit un PPRE. Ce n'est pas un enfant, par définition, en difficulté scolaire. Ce n'est pas un PAP, parce que ce n'est pas un enfant qui a un trouble de santé, c'est pas, etc., etc. Donc on voulait inventer quelque chose, mais je crois que dans ce document, il faut avoir bien à l'esprit ce qu'il va être, ce qu'on veut qu'il soit, et on pourra échanger tout à l'heure sur ce point si vous le souhaitez. On veut qu'il soit trois choses. D'abord, une analyse du besoin de l'élève, une analyse des besoins de l'élève. À partir du moment où on l'a identifié, il y a forcément peut-être des besoins en termes d'adaptation. Donc, deuxième élément, des aides pour les enseignants pour élaborer les réponses. On n'entend pas ce que les enseignants aient à tout créer, tout inventer à chaque fois. On veut que nous-mêmes, nous apportions des aides aux enseignants chargés de classe, chargés de cet élève, de façon à ce qu'ils puissent trouver les réponses le plus facilement possible. Et bien entendu, et j'aurais peut-être dû commencer par cela, ce document se veut être un suivi du parcours scolaire. C'est-à-dire qu'il doit être transmis de classe en classe à partir du moment, d'enseignant à enseignant, de druide à druide, quasiment je pourrais dire, mais plus sérieusement, on veut vraiment qu'il marque et qu'il accompagne le parcours scolaire de l'enfant dès le moment où on a identifié qu'il avait des besoins particuliers en termes d'EIP. Et parce qu'il est EIP, il a besoin de cela. Et qu'on ne soit pas dans les situations de rupture, tout à coup, on découvre en quatrième que cet enfant passe en conseil de discipline. On a fait une conférence au début d'année dans un collège avec Philippe, où, au fur et à mesure du propos, il y avait une enseignante au milieu de la salle qui s'agitait un petit peu. Puis tout à coup, elle ose, elle lève la main, elle fait « Écoutez, c'est terrible, ce que vous dites là, voilà. Bon, madame, attendez, expliquez-nous ce qui se passe. Ben voilà, il y a un tel, il passe en conseil de discipline demain. Et tout me laisse à croire et à penser, avec ce que vous avez dit, que c'est un élève en situation de précocité. Et tous les collègues qui étaient là, ah oui, tu as raison, ah bah oui, oui. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah là, la panique à bord, le conseil de discipline était le lendemain, les faits étaient quand même relativement importants. Et ça justifiait tout à fait le conseil de discipline, sauf qu'en amont, il réalisait que probablement le fait qu'il n'ait pas entendu la demande de l'enfant, peut-être sa souffrance, enfin de l'ado, parce que là on était sur un ado, etc., avait entraîné une fermeture de la communication, avait entraîné des actes répréhensibles, etc., etc. Et il ne savait pas comment rattraper le coup. Donc cette façon de travailler dans la durée, dans l'accompagnement, doit éviter, de mon point de vue, enfin, du point de vue du groupe départemental d'ailleurs, doit éviter ces situations de rupture et de crise. Donc quelques chiffres. En 2014, donc M. Fontaine était un peu seul, même s'il avait constitué le groupe départemental déjà. Il y avait 36 dossiers qui étaient ouverts en 2014. On en est alors aujourd'hui à 83, maintenant nouvelle situation remontée depuis septembre 2015. Il y a 109 dossiers en file active. Et il y a plus de 1000 personnes de l'éducation nationale sensibilisées directement au travers donc, des interventions qu'on a pu faire sur le terrain. Alors, ces quelques chiffres doivent nous pousser à rester modestes. Rester modestes, d'abord, pourquoi? Parce qu'une centaine de dossiers en file active, sur les 5000 potentiels dont je parlais, quelque part, peut-être c'est rassurant, quelque part, peut-être c'est angoissant. Ça dépend comment on regarde ce chiffre. Est-ce que dans les 4900 que nous n'avons pas identifiés, au moins 4900 que nous n'avons pas identifiés, est-ce que tous les enfants vont bien? Peut-être que oui, peut-être qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux, peut-être que les choses se passent de manière harmonieuse, et peut-être pas. Et peut-être pas. Et peut-être que le fait qu'on ait cette conférence aujourd'hui, que le sujet soit de plus en plus d'actualité et traité, l'année prochaine, nous aurons peut-être 300, 400, 500 dossiers. Bon. Je ne dis pas ça pour faire peur à M. Delamarre, mais je peux le dire parce que le mouvement est passé, donc il ne peut plus partir. Et ce qui pousse également à la modestie, c'est le chiffre de 1000 enseignants contactés. En fait, dans ces 1000, quand on regarde un petit peu dans la boucle, il y a deux remarques à faire, c'est que souvent ce sont les mêmes un petit peu. On a essayé de les compter, ceux qui avaient été comptés 2 fois, on a essayé de les retirer, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Il faut rester modeste également parce que nous sommes 15 000 enseignants premier, second degré dans le département du Val d'Oise, qui est un très gros département, c'est un des 10 plus gros départements de France. Donc, même si nous avons touché, donné des informations à un certain nombre de collègues, il n'en reste pas moins, nous en avons encore un certain nombre qui sont loin de cette information. Et on mesure bien parfois également qu'il y a encore un certain nombre de résistances qu'on évoquera probablement dans la journée. Et puis, comme un travail de ce genre ne peut pas se faire sans poésie,
Je cède la parole à Monsieur Delamarre. Voilà, c'est ma petite minute de poésie. Je ne suis pas sûr que cette symbolique de l'albatros que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je continuerai, parce que M. Fontaine, je crois, finit par s'en lasser un petit peu. Simplement, c'était pour montrer effectivement qu'il est important que ces enfants à haut potentiel ne soient pas entravés par des capacités hors normes qu'ils peuvent avoir, et que ce soit plutôt une richesse et qu'ils puissent, dans le cadre de l'institution scolaire, comme cet albatros, effectivement, s'envoler et s'épanouir pleinement dans le cadre du savoir qu'ils abordent au sein de l'institution scolaire.